Des militants de Pouaille ont tourné définitivement le dos dans le mois de mars à la mouvance présidentielle au Bénin, à la base la question de la révision de la Constitution. Le regroupement des syndicats de l'éducation du Gabon est en grève depuis plusieurs mois, une grève qu'ils entendent poursuivre jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. David Cameron, le Premier ministre britannique, promet la poursuite de la croissance si son parti l'emporte aux législatives du 7 mai prochain. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition. Au Nigeria, le décompte des votes de l'élection présidentielle déroulée le week-end dernier a commencé. Le candidat de l'opposition nigériane, Muhammadu Buhari, largement plébiscité dans le nord, sa région d'origine, et le président sortant Goodluck Jonathan était lundi soir au coude à coude pour la présidentielle, dont l'annonce des résultats devait se poursuivre ce mardi matin. Selon les premiers résultats officiels, dans 18 des 36 États nigériens et dans la capitale fédérale, annoncés lundi soir par des délégués de la commission électorale indépendante, l'ancien général Bouhadi, 72 ans, est donné vainqueur dans 10 États. Le président Jonathan, 57 ans, remportant le scrutin dans 8 autres États et dans la capitale fédérale. Notons que Buhari a notamment dévancé Jonathan de 1,7 million de voix dans l'État de Kano, le plus peuplé du nord musulman, qui a été la cible de nombreux attentats du groupe islamiste Boko Haram. Mais Goodluck Jonathan bénéficie pour sa part d'importants soutiens dans ses fiefs du sud chrétien dans un pays aux fractures religieuses et ethniques très marquées. Au Bénin, le mois de mars a vu tourner définitivement le dos à la mouvance présidentielle des militants de Pouaille, dont entre autres un élu communal bien influent et le président de l'Assemblée nationale. Contre le premier magistrat, il porte assez de griefs, mais la principale pomme de discorde est la question de la révision de la Constitution. Joël Yetonji et Juste Don Rissou pour plus de précisions. Le chef d'État béninois et le président de l'institution parlementaire en train de se regarder en chien de faïence, nombre de Béninois donneront volontiers leur tête à couper. Tant l'harmonie, la complicité entre les deux hommes étaient des plus parfaites. Mais à moins de 2 ans de la fin du mandat du locataire de la Marina, l'union sacrée n'a pu résister aux épreuves de fin de gouvernance. Ça va changer, ça peut changer, ça doit changer. Et nous avons fait confiance. Nous avons été abusés. Nous avons été déçus. Comment voulez-vous continuer d'avoir confiance? Surtout quand ces pratiques-là se répètent. Le divorce est totalement consommé. Et nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons pas de cadavre dans les malles. Nous n'avons pas de cadavre dans les valises. Nous n'avons rien dans les valises. Je vous l'assure. Le président de l'Assemblée nationale a choisi d'évoluer désormais sous la bannière de l'alliance FDU, les Forces démocratiques unies. À l'allié d'hier, il est notamment reproché de jouer à un jeu dangereux avec la Constitution béninoise. Cette révision n'interviendra pas. Elle ne pourra pas se faire. Un seul individu ne peut décider du sort de tout un peuple. Patrice Oussou-Guédé, l'un des caciques du pouvoir, maire de l'une des communes stratégiques du Bénin, Abomey-Calavi, embouchera aussi la trompette pour dire sa déception et annoncer sa rupture avec le régime en place. La gestion des hommes est plus difficile que la gestion de l'argent. Tant qu'il y a la mauvaise gestion des hommes, ça crée toujours des frustrations. Et c'est pourquoi j'ai pris toutes mes responsabilités. Je viens confirmer devant vous aujourd'hui mon adhésion effective à l'AND. Des faux fuyants rétorquent encore tous ceux restés à bord du navire FCBE, l'Alliance politique au pouvoir. Pour son coordonnateur national, 50 députés FCBE pour la prochaine législature, cela reste juste une ambition et ne peut être assimilé à une manœuvre visant à maintenir un homme au pouvoir. La Constitution elle-même dit dans son article 154, le chiffre 50
n'a rien à voir, ne permet pas de prendre en considération, ne permet pas d'envoyer le projet de révision en référendum. Et encore moins, ne permet pas de faire adopter les projets de révision de la Constitution par l'Assemblée nationale, parce qu'il faudra en ce moment-là 67 députés. À quelques semaines des prochaines échéances électorales, le jeu reste ouvert autour des 83 sièges à pouvoir. Chaque formation politique jure mettre les bouchées doubles pour en rafler le maximum. Au soir du 26 avril, chacun pourra se faire une idée claire de sa performance. Nous irons rue par rue, au cœur à cœur. La dynamique unitaire durcit le temps. Le regroupement des syndicats de l'éducation du Gabon est en grève depuis plusieurs mois pour revendiquer entre autres l'augmentation des salaires. Malgré la satisfaction partielle de ces réclamations, les syndicalistes ont déclaré poursuivre la lutte jusqu'à satisfaction totale après la mesure gouvernementale qui est de payer les salaires en fonction de l'assiduité. Reportage de Paul Avugundila, notre correspondant du Gabon. La dynamique unitaire ne transige plus et ne veut plus négocier avec les pouvoirs publics. L'aile dure de ce regroupement de syndicats des enseignants de l'éducation estime que malgré le paiement de la prime d'incitation à la performance, l'intégration de certains d'entre eux et même la mise en place d'un nouveau tableau de rémunération des agents de l'État, le pouvoir en place doit aller plus loin. Il nous revient que dans ces négociations, on a supprimé le SMIC, ce qui serait très grave. Parce que le SMIC est une constante dans l'équation des salaires. Parce que le salaire, c'est une équation. Tous les éléments, le SMIC est la constante qui permet de garantir un revenu minimum. L'école gabonaise est donc désormais à deux vitesses. L'aile modérée va en classe, les autres dans le maquis parce que visiblement décidés à en découdre avec le pouvoir en place. Les partisans du bras de fer se sont alliés, le front uni de l'opposition dont ils sont membres pour certains, ils entendent désormais ester l'État en justice. C'est donc une affaire à vraiment regarder de près. Une information en bref à présent, l'opposition guinéenne a annoncé lundi qu'elle allait organiser une journée ville morte jeudi prochain à Conakry pour contester le calendrier des prochaines élections tout en posant des conditions préalables à un dialogue avec l'administration du président Alpha Condé. Ces conditions comprennent l'annulation du calendrier électoral publié le 10 mars par la Commission électorale nationale indépendante prévoyant la tenue de la présidentielle le 11 octobre 2015 avant les locales en mars 2016. L'opposition réclame l'inversion du programme, c'est-à-dire les locales avant la présidentielle, se fondant sur des accords signés en juillet 2014 avec le gouvernement. La cité de Baraka, située à l'est de la RDC, est exposée à des guerres permanentes et cette partie du pays est en proie à divers groupes armés. Une situation que dénoncent les populations de la région qui l'attribuent au chômage des jeunes et à la pauvreté. Reportage. À 200 km au sud de Bukavu, Baraka est la ville principale du territoire de Fizi, dans le sud de cette province de l'Est de la République démocratique du Congo, traversée par la violence des conflits armés depuis plus de 20 ans. Depuis 2007, ce territoire est en proie à l'agitation créée par les Maïmaï Yakutumba, milice d'autodéfense Bembe, l'ethnie majoritaire de la localité. Baraka, dont les quelques 90 000 habitants oscillent entre insouciance et fatalisme, ne dispose ni d'électricité ni d'eau. Les jeunes, quant à eux, ne trouvant pas d'emploi, errent dans les rues. Conséquence, beaucoup d'entre eux rejoignent la milice. Quant à ceux qui restent, la plupart rêvent de partir vivre à l'étranger. Avant, je croyais que je pouvais aller continuer à l'université en faculté de droit, mais je n'avais pas eu la chance de continuer. Mon diplôme est à la maison. Je vais m'efforcer pour trouver le travail, parce qu'ici au Congo, trouver le travail, c'est difficile, mais je dois d'abord avoir mon diplôme pour que je puisse avoir un travail après. Les hommes de Yabutumba ne sont pas les seuls tenus responsables de l'instabilité dans la région. Les populations de Baraka dénoncent aussi les agissements des militaires rwandais. Elles les accusent notamment de rançonnement. Elles espèrent que leur cité retrouvera la paix. Mais dans un pays où une catégorie de gens possède des armes, où la milice n'est pas prête de déposer les armes, la paix n'est pour l'instant qu'un rêve pour les populations de Baraka.
En Grande-Bretagne, le Premier ministre David Cameron a promis la poursuite de la croissance si son parti conservateur l'emporte aux législatives du 7 mai prochain. Il a fait cette déclaration peu après en audience auprès de la reine Elisabeth II qui a officialisé l'ouverture de la campagne électorale. Reportage. I've just had an audience with Her Majesty the Queen following the dissolution of Parliament. Je viens juste d'avoir une audience avec Sa Majesté la Reine après la dissolution du Parlement. L'élection générale aura lieu le 7 mai et d'ici à là, j'irai aux 4 coins des 4 nations du Royaume-Uni avec un message « Ensemble, nous remettrons le pays sur pied ». Dans 38 jours, vous devrez choisir entre 2 extrêmes. Le prochain Premier ministre qui passera cette porte sera moi ou Ed Miliband. Will be me or Ed Miliband. Ainsi s'exprimait David Cameron ce lundi devant le 10 Downing Street après sa rencontre avec la reine d'Angleterre au Buckingham Palace. L'usage veut que le Premier ministre remette au souverain à une date de son choix la démission de son gouvernement avant de déclencher la dissolution du Parlement et convoquer une élection. Emboîtant le pas aux travaillistes, le Premier ministre conservateur britannique David Cameron a lui aussi lancé sa campagne pour les législatives du 7 mai. Avec notre plan économique à long terme et les décisions que nous avons prises, nous n'avons jamais eu autant de gens qui travaillent dans l'histoire de notre pays. Le niveau de vie est à la hausse et le royaume est plus sûr économiquement. Son principal concurrent, le leader du Labour, Ed Miliband, avait mis l'accent dès vendredi sur le National Health Service, confirmant que c'était l'un des thèmes majeurs du scrutin avec l'économie, l'immigration et l'Europe. Institution sacrée et 5e employeur mondial avec 1,7 million de salariés. Le National Health Service est un modèle en crise avec un trou estimé à 30 milliards de livres d'ici à 2020 au sortir d'un hiver particulièrement difficile. Le Français Luis Fernandez et la Fédération guinéenne de football ont annoncé dimanche à Conakry être dans des négociations avancées. Il devrait succéder au sélectionneur de la Guinée qui a démissionné de son poste en février dernier. Reportage. Michel Dussier a quitté ses fonctions de sélectionneur du Sili national suite à l'élimination de son équipe en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2015. La FEGIFOOT, à la recherche d'un nouvel entraîneur, négocie donc avec un autre Français, Luis Fernandez, arrivé dans la nuit de samedi à dimanche à Conakry. Il a visité des infrastructures sportives et discuté avec le ministère des Sports ainsi que l'instance fédérale. L'entraîneur et le secrétaire général de la FEGIFOOT ont annoncé leur volonté commune de travailler ensemble lors d'une conférence de presse. Il y a une volonté de la part de la Guinée. Quand il y a une volonté, après de mon côté, il y a aussi une ouverture, une discussion. Pour l'instant, en partant de là, il n'y a pas d'accord. Mais il y a d'un côté comme de l'autre la volonté qu'il y ait un accord. C'est pour cela que je suis content d'être venu voir, faire un constat et de discuter. Ça, c'est important quand on veut s'engager dans une aventure, quand on veut prendre la responsabilité d'une sélection. Le technicien français a confirmé qu'il restait des détails à régler avant la signature de son contrat, sans non plus fournir de détails. Luis Fernandez, 55 ans, s'est réjoui d'avoir été contacté par la Guinée pour entraîner le Sili national, une des équipes qu'il a eu l'occasion d'apprécier lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, disputée en Guinée équatoriale. Il a aussi indiqué qu'il serait heureux de travailler avec 2 internationaux d'origine guinéenne, Amara Simba et Kaba Diawara. Luis Fernandez a par ailleurs rendu hommage à Michel Dussier, qu'il a connu et côtoyé comme coéquipier. Michel Dussier, 55 ans, dirigeait l'encadrement technique du Sili national depuis 2010. Son successeur aura à son agenda les éliminatoires de la CAN 2017 et de la Coupe du Monde 2018. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.